Jouons un petit jeu de devinette. Je vais citer les sites touristiques qui figurent sur ta liste de choses à faire avant de mourir. Machu Picchu, le Colisée, Petra, le Taj Mahal. Ai-je au moins trouvé l'un d'entre eux? Je dois avouer que j'étais en train de les choisir de la liste des 7 nouvelles merveilles du monde. Cette liste a été officiellement achevée en 2007, après un vote mondial. Qu'est-il advenu de l'ancienne liste? Elle a été établie au IIe siècle avant notre ère. Et il ne reste de cette liste qu'un seul site. Les pyramides de Gizeh. Fais tes valises. Nous partons au Pérou, où se trouve le majestueux Machu Picchu. Lorsqu'il a été découvert en 1911, son explorateur pensait avoir trouvé la cité perdue des Incas. Plusieurs décennies plus tard, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de la même ville. En outre, 3 familles de fermiers y vivaient encore, de sorte qu'on ne pouvait pas vraiment parler de cité perdue et oubliée. Il n'est pas étonnant qu'on s'y plaise tant. Les pierres qui composent les bâtiments sont taillées avec une telle précision et s'emboîtent si étroitement qu'il est impossible d'y glisser une carte de crédit. Cela a permis à la ville d'échapper à de graves tremblements de terre qui sont fréquents à cet endroit. Les bâtiments dansent sous l'effet des secousses et se remettent en place. Et grâce à la façon dont ils sont disposés, tu peux voir le soleil se lever ou se coucher juste derrière les pics principaux. Les jours importants pour les Incas. Plus de la moitié, 60% de toutes les constructions du Machu Picchu ont été réalisées sous terre, de sorte qu'on ne peut même pas les voir. Le plus beau, c'est qu'il reste encore des choses à découvrir si tu veux inscrire ton nom dans l'histoire. Notre prochaine étape se situe dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Le puissant Chichén Itzá se dresse ici depuis plus de 1500 ans. La structure comporte exactement 365 marches. Tu pourras les compter lors de ta prochaine visite, si tu ne me fais pas confiance. Les Mayas, qui ont construit l'ensemble, étaient passionnés d'astronomie. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient construit autant de marches qu'il y a de jours dans l'année. De plus, si tu te trouves ici au moment de l'équinoxe de printemps ou d'automne, tu remarqueras que les ombres projetées par le soleil couchant donnent l'impression qu'il y a un serpent qui descend les marches. Le serpent à plumes était l'une des principales divinités de l'ancien Mexique. Chichén Itzá a été un centre urbain très actif. Il a connu des hauts et des bas. Et à l'arrivée des Espagnols, au XVIe siècle, il était pratiquement abandonné. Les premières photos que nous avons de l'endroit datent de la fin du XIXe siècle. On dirait que la pyramide en terrasse était beaucoup plus végétalisée en 1892. La seule source d'eau douce dans ce climat sec était constituée par les cénotes, ou dolines remplies d'eau. Il y a 4 cénotes visibles, et la pyramide du temple se trouve probablement au sommet d'un autre cénote. Les archéologues recherchent des tunnels pour y pénétrer. Pour voir notre prochaine merveille, tu dois être prêt à partager avec environ 15 000 autres. C'est le nombre de personnes qui visitent chaque jour la statue du Christ Rédempteur. La statue se trouve au-dessus de la montagne Corcovado et pèse environ 635 tonnes. Il n'a pas dû être facile de la soulever jusqu'ici. En fait, elle a été livrée en plusieurs parties. Un sculpteur français, Paul Landowski, a réalisé plusieurs pièces de la future sculpture en argile. La tête et les mains ont été réalisées en taille réelle et le corps a été agrandi sur place. Les parties de la statue ont été découpées en cubes, puis coulées dans du béton et assemblées. Les ouvriers préparaient le ciment sur place et transféraient tous les outils par un petit chemin de fer à crémaillère que les touristes utilisaient pour monter la colline. La statue est la meilleure preuve que la foudre frappe plus d'une fois au même endroit. C'est sans doute à cause de sa position au sommet de la montagne que ses doigts, sa tête et ses sourcils ont été endommagés par les tempêtes. Il est temps de passer à autre chose. Cette fois, nous allons à Agra, en Inde. Oui, pour voir le Taj Mahal. Cette belle construction rose. Attends, elle n'a pas toujours été blanche? Le Taj Mahal change de couleur en fonction de l'heure. Il est rose pâle ou gris nacré au lever du soleil, blanc cristallin à midi, et le coucher du soleil le peint en orange bronze. Le soir, il peut même sembler d'un bleu translucide. Et ce n'est pas la seule illusion d'optique. Lorsque l'on se dirige vers la porte principale, le bâtiment semble gigantesque. Mais plus on s'en approche, plus il paraît petit. Les minarets, ou tours, des deux côtés, peuvent sembler parfaitement droits. Mais en réalité, ils penchent vers l'extérieur. C'est une question d'équilibre esthétique, mais aussi pour éviter que les tours ne tombent sur le bâtiment principal en cas de tremblement de terre. Pour une construction achevée au XVIIe siècle, le Taj Mahal a l'air comme neuf.
C'est parce qu'il bénéficie régulièrement d'une journée de spa. On lui applique un véritable masque de boue pour le visage, qui est une recette traditionnelle pour conserver son éclat. J'ai un petit creux à cause de tous ces voyages. Et si on allait en Italie manger des pâtes? Je plaisante. La vraie raison serait de voir le Colisée, bien sûr. Son nom d'origine était l'amphithéâtre Flavien, car il a été construit par la dynastie des Flaviens. Le nouveau nom vient probablement de la statue colossale en bronze de l'empereur Néron qui se trouvait autrefois à côté de l'édifice. Le molosse de la statue était le colosse de Rhodes. Au cours de ses presque 2000 ans d'existence, le Colisée a subi au moins 3 grands incendies et 4 tremblements de terre. Il a été endommagé, réparé et reconstruit à de nombreuses reprises. L'impressionnante construction accueillait autrefois jusqu'à 80 000 spectateurs. Ce qu'ils ont vu n'était pas nécessairement aussi cruel que Hollywood nous l'a fait croire. La plupart des combats de gladiateurs étaient soumis à des règles strictes. Parfois, le public se lassait du spectacle et les participants sortaient de l'arène. Lorsque le Colisée a cessé d'être une arène pour ses spectacles effrayants, il a servi de cimetière, de lieu de culte, de logement, d'atelier pour les artisans et les marchands, de siège d'un ordre religieux et de château fortifié. Aujourd'hui, il est ouvert au public et tu peux découvrir son labyrinthe souterrain. Es-tu prêt pour la prochaine merveille? Il s'agit de la cité perdue de Petra, ou plutôt la ville redécouverte, qui était autrefois très riche et dynamique, puis a été abandonnée et retrouvée en 1812. La ville entière est faite de grès, et bien qu'elle soit située dans le désert, elle a connu des pluies assez fortes. Malgré tout, elle a perduré pendant 2000 ans grâce à des ouvriers très qualifiés. Le balayage laser moderne a montré qu'ils ont placé des marches géantes dans la montagne pour vérifier la qualité de la roche et tailler les bâtiments sans risquer leur vie. Et comment les hommes ont-ils survécu dans ce désert sans eau? Les Nabatéens qui vivaient ici ont mis au point tout un système de conduits, de barrages et de citernes pour s'assurer d'avoir assez de liquide vital pour toute l'année. Si tu es en mode Indiana Jones, il te reste encore beaucoup à découvrir à Petra. Les archéologues estiment que nous ne connaissons aujourd'hui que 15% de la ville et que le reste est encore caché sous terre. Terminons notre visite par le plus grand ouvrage construit par l'homme au monde. Oui, il s'agit de la Grande Muraille de Chine. Elle s'étend sur plus de 21 196 km, de la mer de Bohai à l'est jusqu'au désert de Gobi à l'ouest. Mais ne te fie pas aux mythes populaires. Tu ne verras pas vraiment la muraille depuis la Lune. Il a fallu plus de 2000 ans pour l'achever, et une bonne quantité de matériaux de construction, principalement des briques et des blocs de pierre taillés. As-tu déjà gravé ton nom sur un arbre ou pire encore sur un lieu célèbre? Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Les gens qui ont construit le mur ont fait de même. Certaines des briques, qui datent essentiellement de la dynastie Ming, comportent des données telles que le lieu de production, le nom de la famille de la brique et les responsables. Il s'agit d'une forme de contrôle de la qualité. Si quelque chose arrivait à l'une des briques, il serait facile de trouver le responsable.